Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui décidément a bien du mal à rejoindre les enthousiasmes un peu trop massifs autour de certaines sorties qu'on nous affirme à peine mises en circulation qu'elles sont déjà cultes, et quand en plus ces films nous sont vendus à grand renfort d'une promo qu'on qualifiera pudiquement de pénible et de tirade prétendument choc d'une subtilité proche de celle des posters de motivation, c'est peu dire que nous y allons à reculons, mais on y est quand même allé. On va quand même en parler de ce Joker avec un trio d'imparables Augustes de la critique. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honorat, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 204 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Joker, comme son nom l'indique, est donc une nouvelle relecture de l'antagoniste culte de Batman, déjà incarné par Jack Nicholson, par Heath Ledger, par ce pauvre Jared Leto. Cette fois-ci, c'est Joaquin Phoenix qui s'y colle pour cette origin story supposée nous raconter comment un comédien raté, complètement à la ramasse, devient peu à peu un tueur psychopathe déguisé en clown. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clown. Et derrière la caméra, c'est Todd Phillips à qui on doit, je ne sais pas si le mot est juste, la trilogie Hangover, Very Bad Trip en français, mais aussi d'autres comédies comme Starsky et Hutch ou Date Limit. Au casting, outre Phoenix que j'ai déjà cité, on croise Zazie Beetz, Francis Conroy ou encore Robert De Niro dans un rôle d'animateur télé. Par ailleurs, un clin d'œil à son personnage de La Valse des Pantins de Martin Scorsese. Votre avis sur ce Joker, les amis? Stéphane? Alors par où commencer? Alors par où tu veux. Todd Phillips a précisé en fait que le projet en soi c'était une manière de faire un autre film et de proposer à la Warner de faire un film de super-héros, enfin de super-héros, de super-vilain en l'occurrence. Voilà, donc dans l'absolu, moi j'ai rien contre ces logiques de contrebandier, c'est-à-dire c'est un peu, enfin on essaye de vivoter à Hollywood quand on est réalisateur, on essaye de caler ce qu'on peut faire son projet. Voilà, sauf que c'est pas du tout un film de contrebandier. En fait, c'est même loin de ça. En fait, c'est-à-dire que l'idée donc globale avec la référence, les deux références appuyées et en plus assumées et validées, on va dire, du film, c'est ok, je fais un film qui s'appelle Joker parce que en gros, en fait, on pourrait jamais refaire Taxi Driver ou La Valse des Pantins aujourd'hui à Hollywood, malgré le fait qu'on a, un acteur de la trempe de Joaquin Phoenix qui est quand même un peu bankable. Sauf que, en gros, Todd Phillips, t'as envie de lui poser la question, t'es sûr que t'as vraiment le niveau, en fait, pour refaire Taxi Driver et La Valse des Pantins, les deux en un, quoi. C'est pas parce que tu vas prendre justement Robert De Niro qui pour le coup en fait ne joue pas le rôle, il joue en fait le personnage de Jerry Lewis dans l'antagoniste de son personnage dans La Valse des Pantins, du coup, qui est pour moi ça va pas plus loin que le clin d'œil en fait. C'est-à-dire ça valide rien du tout. Le fait que Scorsese soit producteur exécutif sur le film, ça ne valide absolument rien du tout. Il me semble que c'était annoncé, mais je l'ai pas vu dans le générique. Ceci, je vois Julien qui tire une tronche. Je crois qu'il a été attaché au projet au début et que finalement il a. En tout cas, ça a été annoncé. Ça me fait mal au bide. C'est pas possible. Ça a été annoncé à l'époque, donc peut-être que c'est pas dans le générique et voilà, que c'est plus le cas. Mais en tout cas, il était censé être producteur exécutif sur le projet, d'où la présence de De Niro, d'où tout ça, etc., etc. Voilà, et tout ça ne valide absolument pas la possibilité de dire oui, j'ai ce niveau-là pour faire ce film-là, parce qu'il faut quand même effectivement rappeler que c'est le réalisateur de Very Bad Trip, quoi, Very Bad Trip 3 même. Very Bad Trip, c'est quand même un concept assez simple que le mec a réussi à éviter pendant tout le film jusqu'à en fait à faire juste des gags dans le générique de fin. C'est quand même problématique d'en arriver à ce stade-là. Et le problème du coup, c'est que un film comme Joker, c'est une pub. C'est du market en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Pas forcément dans la façon dont c'est vendu, mais là, vraiment la façon dont c'est conçu, dont c'est filmé. Comme il est fou et que la société le rejette, et en fait, en gros, Todd Phillips va aller puiser là où il peut, en fait, quand un grand réalisateur a éventuellement trouvé cette idée de mise en scène ou cette idée de plan, en fait, il y a 20 ou 30 ans, au hasard Scorsese, et il le filme, en fait, il va filmer, par exemple, alors, le Joker est rejeté par la société, enfin, le personnage qui va devenir Joker est rejeté par la société, donc il regarde par la vitre, et il pensif, en fait, pendant qu'il pleut.
Voilà. Et donc, t'as ce plan, t'expliques que, tu vois, voilà, la société ne le comprend pas. Ou alors, en gros, si tu veux, il va te faire un long plan sur le fait qu'il soit fait tabasser, qu'il crache un peu de sang, et que voilà, et en fait, ça va être un lent travelling arrière pour que t'aies de l'empathie pour lui. C'est ce genre de choses. Ou alors, il y a ce moment absolument complètement nulâtre et gratuit, en fait, où il se met à danser au ralenti sur, sur des escaliers. Qu'on a vu partout dans les bandes annonces, voilà, qui est matraqué, voilà, parce que en fait, tu te rends compte, il est un peu fou. Voilà, donc oui, il est un peu dans sa tête. Donc c'est des trucs comme ça, en fait. Voilà, il n'y a pas de projet de mise en scène à proprement parler. On peut effectivement arguer que Joaquin Phoenix fait une performance correcte, mais il a rien à défendre en vérité. Alors oui, vu que le dernier Joker c'était Jared Leto, qui est quand même juste le pire choix de casting, 2, le pire acteur au monde, donc forcément c'est 3, la pire incarnation, je pense, du Joker. Probablement. Toute catégorie voilà. Voilà. Et après, il y a donc, dans sa logique de film de contrebandier, en fait, il pense qu'il est en train de faire Taxi Driver, il pense qu'il est en train de faire La Valse des Pantins, ce qui est complètement raté. En tout cas, allez revoir les films. Hein. Voilà, c'est Marocco, j'avance sur Marocco. Et 2, ça reste quand même un film sur le Joker, c'est-à-dire que, et donc accessoirement, entre guillemets, sur Batman, et dans cet univers-là. Sauf que c'est censé être un one-shot. Encore une fois, pourquoi pas ? Ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est même, je pense que la planche de salut de DC, qui a pendant longtemps a essayé voilà, à la Marvel, justement, c'est de puiser dans les quelques personnages qu'ils ont, voire même étendre un petit peu, et surtout les différentes incarnations. Et en fait, ils ont il y a plein de super BD, à adapter, complètement différentes. Et je pense que ça serait vraiment leur coup à jouer, en fait, de faire des films complètement déconnectés, voire même des acteurs qui sont complètement déconnectés. Et en fait, pour remettre en avant, en matière d'importance, les icônes qu'ils ont sous la main, le Joker, le Batman, Superman, etc. etc. Le problème, c'est que ça, voilà. Le problème, c'est que ce film-là, donc quand il traite ces choses-là, c'est pas seulement qu'il a pas forcément compris qui est le Joker, ce qui est quand même un peu difficile. Je trouve que c'est un peu difficile d'essayer de faire une espèce d'origin story sur le Joker, puisque le Joker, c'est quand même censé être et pour le coup, Nolan l'avait bien compris, un personnage chaotique et complètement et qui ment systématiquement sur ses origines. Voilà, dont les origines finalement importent assez peu. Importent assez peu, parce qu'en fait, ce qui est important. Non, mais tu peux le traiter. En tout cas, le truc, c'est que c'est pas forcément pour résumer juste aux fouteurs de troubles, etc., etc. Mais ça, si vous attendez ça, c'est littéralement 10 secondes à la fin. Hein. Ça va pas plus loin, pas plus loin que ça, quoi. Et à côté de ça, il y a donc les origin story de Joker amènent les origin story de Batman dans leur logique. Et ça, c'est juste qu'on l'a déjà vu 350 fois ces 5 dernières années. Donc là, au bout d'un moment, c'est pas envie de leur dire. Voilà. Ce qui fait que ça amenuise énormément l'aspect prétendument novateur du film, prétendument choc du film, parce que l'aspect choc, c'est quoi ? Très honnêtement, il n'y a pas de scène choc. Il n'y a vraiment pas de scène choc dans ce film. C'est-à-dire, les scènes choc, c'est une balle dans la tête. Hein. Donc effectivement, si vous avez 12 ans... Alors, il y a une anecdote qui est assez marrante, récemment, dans la presse américaine, où je crois que c'est une chaîne de cinéma, je crois que c'est Alamo Drafthouse, qui a précisé, en fait, qui précise aux parents, n'emmenez pas votre gosse, ils vont pas aimer Joker, quoi. Donc moi j'ai juste envie de dire aux adultes, n'allez pas voir Joker parce que c'est nul, hein, c'est de la merde aussi. Donc, voilà, vous n'avez pas aimé non plus. Donc voilà, c'est moi personnellement là je suis assez calme et tout, mais c'est le pire film que j'ai vu cette année. Ah, voilà. Quand même. Pas mal. Voilà. Mais on est en fin d'année en plus. Non mais je travaille sur moi, je sais, je vois ça, de l'anger management et tout, c'est pas mal. David. Non mais c'est vrai qu'en fait Stéphane a déjà dit pas mal de choses que je pense. Le projet artistique de ce film est nul. C'est-à-dire qu'il n'a absolument rien à raconter, mais vraiment rien. Du coup, et je pense que la comparaison à la publicité est la bonne, on est entièrement, tout le temps, en surface. Et pour justement prendre un terme publicitaire, on a l'impression que c'est pas un film, mais c'est un mood board. Et qu'en gros, il va prendre des impressions qui piochent à droite à gauche. Mais je sais pas ce que c'est un mood board. Un mood board, si on peut m'expliquer. En fait, excusez-moi. Donc, mood board, une planche d'émotion, une planche de feeling, je sais pas comment on dit. D'émotion. En fait, c'est un montage filmique ou photographique des différentes ambiances piochées à gauche à droite qui sont censées donner la ligne directrice de la direction
artistique de l'œuvre que tu vas aborder. Et donc là, cinématographiquement, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en permanence, tu vas avoir des emprunts où tu te dis, bah ça, je l'ai vu dans tel film, ça c'est du Scorsese, ça c'est De Palma, ça c'est machin. En plus, il inscrit le film, bon, c'est Gotham City, mais c'est le New York du début des années 80, puis c'est très marqué, puis il y a des références, on voit des affiches, la famille Wayne à la fin sort d'un cinéma qui projette Blowout et Excalibur. On est dans un univers qui est extrêmement référencé par un certain nombre de choses, mais qui reste tout le temps en surface, et notamment la représentation de la folie est totalement superficielle. C'est-à-dire qu'un fou, selon Todd Phillips, c'est un mec qui danse un peu, qui est un peu bizarre, mais qui vit chez sa mère, mais à aucun moment on rentre dans la psychose du personnage. Et surtout, moi du coup je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai halluciné ou j'ai voulu revoir La Valse des Pantins parce que je me suis dit mais alors peut-être que je m'étais dit que c'est quoi un vrai film, c'est quoi un grand film où je m'étais trompé en le voyant à l'époque et je deviens un vieux con et je vois ça et en fait c'est la même chose. Mais en fait typiquement dans la Valse des Pantins, le personnage de Niro, en fait il est développé et lui il a sa logique propre et en fait il essaye d'être le plus cartésien possible et justement sa folie elle repose sur le décalage entre sa logique et la logique du monde. Et là, il n'y a rien. C'est-à-dire que le personnage de Joaquin Phoenix est nul. C'est-à-dire que même la pseudo, on le voit sur les plateaux, dans les talk-shows, raconter combien de kilos il a perdu et tout le monde s'extasie sur sa performance, mais sa performance est nulle. Ça n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de personnage. Et donc on est dans un truc complètement flottant qui ne raconte rien, qui repose en plus sur une sorte de vision adolescente et débile du cinéma qui consiste à dire le cinéma de super-héros et Marvel, c'est le cinéma pour les ados et moi je vais faire un film d'adulte et donc je vais pas m'intéresser aux héros, je vais m'intéresser aux anti-héros. Et c'est débile. C'est violent. C'est débile parce que justement, en fait, cette conception du monde justement reste adolescente. Une conception adulte, c'est de comprendre qu'il n'y a pas des héros et des anti-héros. Il y a des gens entre les deux et qui galèrent. Et en fait, c'est consternant. Et moi ce qui m'inquiète quand même pas mal, c'est que mine de rien, le film il est adoubé par pas mal de monde. Le film a quand même remporté le Lion d'Or à Venise. En plus, dans un contexte assez particulier. Où en plus il y a des sortes de polémiques qui sont montées, je ne sais pas dans quelle mesure c'est monté par la production ou par une partie de la critique américaine, d'essayer de faire croire. Les médias américains, il y a cette espèce de délire sur la incel culture qui est complètement, dans le film il n'y a rien là-dessus. Et en fait, voilà, c'est une sorte de fantasme de dire que ce film capte quoi que ce soit de l'époque parce que il n'est que la pure démonstration. Moi, je pense qu'il capte quand même quelque chose, malheureusement. En fait, de fait, ce qu'il capte, c'est la vacuité et l'arnaque. En fait, c'est de notre époque. C'est qu'en fait, ce film, on va immédiatement l'oublier. Il n'y a rien. Je suis content de ne pas avoir commencé parce que je trouve que c'est difficile en fait de cerner. D'en remettre une couche. Non, parce que c'est tellement bête. Joker, tout est tellement fait de traviole que c'est difficile de savoir par où tu vas commencer, par où tu vas saisir cet amas informe sans queue ni tête. Alors, j'ai réfléchi quand même. Je me suis dit, il y a quand même deux trucs à dire. C'est qu'il y a déjà, je pense, un rapport pour vous démontrer en fait à quel point, à mon sens, c'est un film crevin et complètement stupide. Il y a deux choses en fait. La première, deux choses en tout cas qui sont éloquentes, mais ma démonstration ne sera pas exhaustive. Tout est à l'aune en fait de ce que je vais démontrer. Mais ce qui me semble éloquent, c'est le rapport de Todd Phillips et donc par extension du film à on va dire à la fiction et à la réalité. C'est-à-dire que Batman a ça de formidable que tu peux adapter le personnage et en faire un truc assez réaliste.
Il n'a pas de pouvoir, etc. Et lui, il a choisi cette option-là, mais à un point extrême. C'est-à-dire que son Joker, c'est un mec maquillé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rictus difforme, il n'y a même pas de travail là-dessus, en fait. Si tu veux. Là, il y a une espèce de dénégation du canon, parce que c'est quand même l'homme qui rit, hein, le truc séminal. Alors, pas le Hugo, hein, l'adaptation qui en avait été tirée au cinéma, mais voilà, c'était ça, hein, l'inspiration à la base. Donc, il y a un truc à faire, normalement, sur le rictus qui reste du personnage. Bon, là, il a décidé de ne pas le faire, soit. Donc, le mec qui va tirer la gueule, c'est juste qu'il a un maquillage, etc. Il n'y a évidemment rien sur le truc, est-ce que son épiderme est ad vitam aeternam blanche, est-ce qu'il va brûler, avoir tout le temps les voilà, etc. Est-ce qu'il tombe dans le fût de trucs chimiques, rien de tout ça. D'accord, ok, très bien. Donc le mec choisit donc cette option-là chez Batman de archi, on va dire réaliste, faute de meilleurs termes, on va dire ça. Sauf que ça, c'est contrebalancé totalement par le reste du film. Et c'est pas parce qu'il y a un traitement par exemple de la ville qui serait exubérant ou parce qu'il y aurait un autre élément fantastique qui viendrait contrebalancer ça, mais c'est parce que le film en lui-même est totalement emprunté, absolument pas ancré dans une quelconque proximité avec le spectateur. Parce que là où il est complètement stupide, en fait, Todd Phillips, c'est qu'il essaye de faire donc un film à la manière de, on l'a beaucoup dit déjà, donc, et en l'occurrence surtout à la manière de Taxi Driver. En tout cas pour le décorum, l'ambiance et les plans. Et la structure narrative aussi. Et en fait, c'est complètement bête parce que du coup, il décide de le faire dans le New York de la fin des années 70, début des années 80. Ce qui met déjà de fait totalement à distance le film et son univers de celui du spectateur. Taxi Driver a aussi cet impact à cette époque-là parce que c'était le New York où vivaient les gens, c'était la ville où vivaient les gens, c'était la vie que les gens y connaissaient. Le personnage, il fréquentait des gens qu'on pouvait croiser dans la rue, il fréquentait un univers, il écoutait des choses qu'on pouvait entendre. Donc là déjà, tu es dans le domaine total du pastiche. Et en plus, moi je trouve que c'est pas bien fait. C'est-à-dire que tu es dans une reconstitution historique avec du coup alors en plus, parce que comme le film est aussi d'une lourdeur affolante, il y a une espèce de... J'avais envie de dire sous-intrigue, mais c'est faire trop d'honneur au film que de dire que c'est une sous-intrigue, mais faute de mieux, je vais dire que c'est une sous-intrigue d'un truc sur une grève des éboueurs, en fait, si tu veux, à Gotham City, et du coup, il y a beaucoup d'ordures dedans, mais c'est pas des ordures. Elles n'existent pas. Les ordures dans Taxi Driver, elles existent, elles sont là, tu les sens. Parce que c'est la ville. Ça pue la merde. Là, c'est du papier gras qui sent la cannelle. Enfin, tout ça est faux. Mais tout plus... ça, donc il y a un truc qui est complètement contradictoire, en fait, déjà à la base, dans la conception même du film. Stéphane. Vas-y. Non, vas-y. Je rebondissais sur ce que tu disais, parce qu'en fait, il y a une problématique de surexpliciter tout, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, il a un rire. Le personnage de Joker a un rire, mais en fait, il faut l'expliquer parce qu'en fait on peut pas comprendre qu'il est fou parce qu'en fait fondamentalement il est pas fou. Voilà. C'est ça le problème. Donc il pose sa carte et dit j'ai une condition et à chaque fois il se met à rigoler et les gens font bon ok. Alors, et du coup ça désamorce la scène quoi. Ça introduit ce que je voulais dire en fait en deuxième partie qui était donc le rapport au mal. C'est-à-dire que là le principe c'est donc de nous faire un film sur un personnage maléfique. Super, moi j'achète tout de suite. Hein. Et moi d'ailleurs, quand le projet a été annoncé, je suis putain, c'est bizarre. Je suis content qu'il fasse ça. Bon, après, je tire un peu la gueule quand j'ai vu que c'était Todd Phillips qui avait signé, mais je me disais putain, c'est cool quoi. Moi, j'adore le Joker, je trouve que c'est un personnage génial et tout quoi. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout un film pour le mal. Déjà parce qu'on te répète à longueur de temps que c'est pas de sa faute, c'est de la faute à pas de chance et à la société. Tout le temps. Donc, comme disait Stéphane, le mec, il est malade. Donc, voilà. Et tout. Donc, il y a une séquence au début où il se fait tabasser par des gamins. Par des gamins et tout. Donc, c'est tout le temps, c'est pas de sa faute. Il est méchant, mais vraiment, il a des excuses. C'est pas de sa faute. Et alors, pour moi, là, c'est le comble de la connerie. Il te crée un antagoniste. Et non seulement il te crée un antagoniste, mais il te crée un antagoniste méchant. Donc, ça désamorce totalement le projet. Je suis désolé, j'ai tapé sur la table. Pardon pour vos esgourdes, mais donc ça désamorce complètement le truc. Et en plus, c'est génial parce que non seulement il fait ce truc débile qui annule totalement le projet du film, mais en plus, il te le fait en cassant le canon. C'est-à-dire en te disant, Thomas Wayne finalement va faire en sorte que ce soit Donald Trump. En gros, hein. C'est complètement bête, en fait. Déjà, Thomas Wayne, ce qui est intéressant, c'est que c'est un archétype de l'homme d'affaires américain, bienveillant. Du philanthrope, exactement, quoi. Alors, on est pour ou contre cette idée-là, mais c'est dans les gènes même de Batman. Si tu les casses, il faut que tu aies une bonne raison.
Et surtout, il ne faut pas que ta raison, ce soit de désamorcer ton propre projet cinématographique. Ce qui est intéressant dans un film sur le mal, sur un personnage maléfique, c'est que toi, en tant que spectateur, tu fréquentes des territoires dangereux parce que tu vas t'identifier à un personnage qui est dangereux. Parce que tu vas t'identifier à un personnage qui est vraiment démoniaque. Et que toi, du coup, tu vas être bousculé dans ta propre morale, dans ta vision du monde. C'est pas possible dans Joker. Parce que Joker, on n'arrête pas de te dire que ce mec-là, s'il avait été dans des conditions de vie bien meilleures, il aurait été sympa. Va savoir, ce serait devenu même Batman, quoi. Et ça, du coup, le projet, il est inintéressant total au niveau de la morale. Moi, c'est en soi que c'est en là, en fait, où le film, il est un peu, justement, actuel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, une logique de victimisation vis-à-vis du personnage qui est quand même assez fréquente, actuelle aujourd'hui, quoi. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Je pense que les gens savent de quoi je parle, quoi. Et donc, l'idée, si tu veux, c'est que, effectivement, d'un seul coup, t'as un personnage qui est pas un méchant, mais effectivement, il n'existe pas du tout, même à travers même le concept qu'il pourrait avoir, parce que en gros la problématique, on revenait sur l'idée de comment on adapte le Joker au cinéma, ou comment on explique le Joker. Le truc, c'est que par exemple quelqu'un comme Alan Moore en BD, il l'a très bien fait en fait, mais il l'a fait en rapport à Batman. C'est-à-dire que en gros, c'est même pas que est-ce qu'il est tombé dans une cuve, comment il est devenu, etc. C'est qu'en fait, conceptuellement parlant, les deux ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Ouais. Et donc du coup, lui, Todd Phillips, il le fait, il se sent obligé, et puis en plus c'est un peu de la béquée pour les fans, quoi. Il le file, quoi. Mais il le fait de manière tellement stupide, tellement t'as l'impression qu'il a vraiment pas envie de le faire, en plus, que tu te retrouves avec des phases complètement dingues. Donc je spoil, hein, voilà. Mais bon, normalement, si vous allez voir ce film, vous savez à peu près ce qui se passe, en fait, ce qui arrive à Batman et à Bruce Wayne. Donc, c'est que t'as la scène où ses parents se font buter, mais en fait, c'est une scène où on t'annonce depuis le début de la matinée, de la journée, qu'en gros il va y avoir des émeutes, parce qu'en fait l'idée, c'est que le Joker devient, à cause des meurtres qu'il a commis, il devient un espèce de figure comment dire, qui est suivi par les gens, par le peuple. Malgré lui, ça aussi c'est génial. Malgré lui. Et en gros, t'as des émeutes, t'as des machins qui sont quand même annoncés depuis la matinée. Et en fait, c'est quand même le soir où le père de Bruce Wayne, en fait, Thomas Wayne, décide de sortir avec son gosse pour aller au cinéma pour voir un film. La question, c'est quel film ils ont été voir, parce que du coup, à l'affiche, il disait il y a Blowout. Il y a le Zorro, où il y a la grande Zorro. Oui, c'est vrai, Zorro The Gay Blade. Ouais. Alors, je sais pas quel film. Ça doit être je pense que c'est Excalibur. Personnellement, c'est ma théorie. Et oui, non, il y a un truc aussi là-dessus qui est aussi, je pense, une tentative, en tout cas dans la logique de Todd Phillips. Je pense que c'est par là qu'il cherche l'identification du spectateur. C'est notamment par les effets de montage qu'il fait sur les phases fantasmées, en fait, du Joker. C'est-à-dire que, justement, comme dans la valse des pantins, il y a des séquences qui sont imaginées par le personnage et qui sont au début présentées dans le film comme si c'était la réalité. Et notamment, il a une idylle avec sa voisine jouée par Zazie Beetz, et il y a notamment une séquence après les premiers meurtres, donc après vraiment la bascule du personnage dans le crime, où ce personnage qui nous a été présenté comme extrêmement faible, à se faire tabasser par des gamins, rentre chez lui, va frapper chez la voisine, et euphorisé par ce qu'il vient de commettre, par le meurtre qu'il vient de commettre, saute sur Zazie Beetz, l'embrasse, et comme s'il était pris par la musique et par tout ça. Et en fait, le truc, c'est que ça ne fonctionne pas dès ce moment-là, parce que on reste justement à l'état de concept. C'est-à-dire que le personnage n'est absolument pas développé. C'est-à-dire que même la raison pour laquelle, ou la relation qu'il aurait avec sa voisine, ou l'envie d'avoir une relation avec elle, n'est pas développée, n'existe pas au-delà d'une intention, en fait. Mais je pense que tout le problème du film, il est là. C'est-à-dire qu'en gros... Là, qu'elle est jolie, ça aussi, c'est un énorme souci. Et qu'elle est jolie à l'image, en fait. Enfin, ça fait un truc... c'est un moment qui comme si les deux personnages n'existaient pas, et que d'un coup, meurtre, sexe.
Enfin, c'est l'association des idées, quoi. Mais le problème, c'est que l'aura du personnage, en fait, précède aussi la sortie du film. Je pense que c'est le souci global du film et la raison pour laquelle il y a une espèce de montée, en sauce là, autour du Joker. Je parle indépendamment même du Lion d'Or, ce genre de trucs qui font pour moi effectivement complètement aberrants. Comme il y a eu un précédent, par exemple, avec le massacre dans l'Illinois, je crois, c'était Aurora, c'est ça, sur Dark Knight Rises, oui. D'un fou qui s'est pointé en fait déguisé en Joker. Bah en fait, il y a une espèce de montée en sauce à ce moment aux États-Unis où les mecs en fait ils se disent bon, attends, si le film sort le soir de la sortie, en fait, en gros, il va y avoir des massacres un peu partout dans voilà. Et du coup, il y a plein d'infos sur le sujet qui en font un film sulfureux qu'il n'est absolument pas. En fait, il faut vraiment le préciser. C'est-à-dire que, encore une fois, je veux dire, on a beau dire aux gamins de 12 ans de ne pas aller voir le film, mais c'est eux la cible. Hein. Donc, fondamentalement, même s'ils n'ont pas l'âge pour aller voir le film, il n'y a qu'eux qui peuvent trouver ça subversif parce qu'ils n'ont pas vu un film comme ça auparavant. D'ailleurs, il n'y a rien de mieux pour attirer des gamins de 12 ans que de dire qu'il ne faut pas le voir. Voilà, c'est ça. Donc, quand je dis c'est eux la cible, c'est pas eux la cible, mais en tout cas, c'est eux qui sont susceptibles de fonctionner à fond la caisse. Mais bon, apparemment, je dis ça, le film, il a eu le Lion d'Or à Venise, quoi. donc voilà. Ça en dit long. Peut-être était-ce un jury composé d'enfants de 12 ans. Pour finir, on va faire comme d'habitude un petit tour de recommandations, carte blanche. Évidemment, comme à chaque fois. Stéphane, tiens, tu avais la parole, tu peux la garder. Ouais, alors, moi, les recos... Non, mais ouais. Bah, alors, moi, j'ai fait un reco qui n'est pas une reco... Bah ouais. Avec tes histoires de reco, bordel. Là. Moi, je pensais que j'avais solutionné le problème, tu vois. Mais alors, c'est un film qui est très connu, hein, donc je pense que vous l'avez vu. Je pense qu'il n'y a pas de... voilà, non. Alors, mais un film qui traite pour le coup de la folie, et je trouve qu'il la traite, et donc du rapport entre la réalité et éventuellement ce que le personnage principal peut percevoir. C'est L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, qui pour le coup est fait par un vrai fou, je pense, qui est contrairement à Todd Phillips, quoi. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas éventuellement, hein, les trois personnes au fond. Donc c'est une adaptation de La Jetée, qui est un film de Chris Marker des années 60, un photomontage, enfin pas un photomontage, non, mais un film photographique, une espèce de diaporama. Diaporama, voilà, c'est ça, merci. Un ensemble de photos. Voilà, des images qui bougent pas. Qui de l'époque de la Nouvelle Vague, mais qui racontait une histoire de voyage dans le temps. Oui. Et donc ça reprend plus ou moins ce concept-là, avec Bruce Willis dans le rôle principal, et Bruce Willis doit voyager dans le temps en fait pour empêcher un virus de se propager, enfin pour faire des analyses et empêcher un virus de se propager et de décimer la moitié de la planète. Et la question, c'est que aux yeux du spectateur, il y parvient. Sauf qu'à un moment donné, il y a un élément qui est mis en place où tu te rends compte qu'il est bipolaire et qu'il entend des voix et que, en fait, d'un seul coup, il se dit, mais et toute la question, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, quoi. Et du coup, il y a un jeu avec la folie et un jeu avec la façon dont le qui est mis en écho avec un jeu sur la fatalité. C'est ça qui est génial, alors, aussi dans l'Armée des 12 singes. Voilà. Et du coup, en fait, voilà, c'est un des films pour moi qui a réussi à capter des choses que la société a beaucoup mises de côté, beaucoup moins aujourd'hui, mais beaucoup à l'époque, en fait, sur la bipolarité, sur la schizophrénie, sur ce genre de choses. Au cinéma, ça a toujours été traité de façon un peu ridicule. Voilà, quand c'est des films avec Edward Norton ou ce genre de choses, quoi. Où d'un seul coup, il se met à parler comme une vieille, ou alors il fait je sais pas quoi, tu vois. Et là, c'est vraiment, il y a un truc où qu'est-ce que c'est d'entendre des voix dans ta tête, et en fait, est-ce que ces voix sont vraiment réelles, quoi. Alors, il y a absolument rien de tout ça dans Joker. Voilà. Donc, si vous voulez voir un film sur la folie, voilà, L'Armée des 12 singes. Mais bon, je pense que vous l'avez déjà vu. David. Ouais, pour moi, il y a un autre aspect qui est pas du tout. Enfin, comme rien n'est traité correctement dans le film, il passe à côté de tout le potentiel. Et en fait, il y a un sujet qui aurait mérité d'être davantage exploré, c'est la question de l'humoriste raté. Et quel ressort à la base effectivement du personnage. Et typiquement, en fait, quelqu'un qui essaye d'être drôle, sur scène et qui fait face à des gens qui ne rient pas et qui ne comprennent pas son humour, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fascinant et beaucoup plus terrifiant finalement que des gamins qui te tabassent dans une ruelle, quoi. Et à ce sujet, je vous recommande un truc. Alors, c'est pas un film, c'est un épisode de Striptease, la série documentaire belge. Je sais de quoi tu veux parler. Et ça s'appelle Comique avec un S. Et c'est un épisode
exceptionnel. Mais vraiment, et c'est l'histoire de deux jeunes types qui sont des apprentis humoristes qui essayent de faire des scènes et qui sont au-delà de l'imaginable, de la nullité. C'est un et peu en même temps, c'est Joker Origin Story, la vraie. Voilà, moi j'aurais vraiment voulu voir ces personnages-là devenir des super méchants. Enfin, c'est extraordinaire. C'est très bien foutu avec après on peut être client ou pas client de la manière de fonctionner de striptease, mais je trouve cet épisode vraiment passionnant, fascinant, et je pense que ça se trouve facilement de plein de manières. Et sur les coffrets. Voilà, ça s'appelle. Ils ont une chaîne YouTube. Hein. Ouais, il doit y avoir une chaîne YouTube. Ils en ont posté énormément sur Internet. Comique avec un S. Julien. Alors moi j'avais déjà envie de dire à tous les laudateurs de Joker qui auraient été ulcérés par notre podcast de revoir toute la filmographie de Todd Phillips. On va voir s'ils ont le courage, parce que c'est quand même incroyable de se dire que tout le monde se dit ah putain on a découvert un grand auteur, donc revoyez tout. Le mec qui a fait Starsky Hutch. N'oubliez pas. Non plus sérieusement, Starsky Hutch c'est mieux hein. C'est plus logique. Non, alors moi c'est assez loin en fait finalement de ça, mais si ce n'est que c'est un film qui avait vraiment fait scandale et qui à l'époque et qui te positionne de façon t'interroge dans ton rapport en fait au personnage. Voilà, ce serait ça le seul point de convergence avec Joker. Mais il se trouve qu'il y a Spatters de Paul Verhoeven qui vient de ressortir en Blu-ray. Je crois qu'il n'était jamais sorti en HD. Enfin, je suis même sûr qu'il n'était jamais sorti en HD en France. Le film était quasi invisible depuis qu'il était sorti. Je crois que c'était dans le gros coffret Metropolitan où ils avaient sorti tous ces films de la période hollandaise. Mais alors, c'est vieux, hein, ça a plus de 10 ans, quoi. Et je crois que le coffret, il est épuisé depuis très longtemps. Et moi, j'adore Spatters. Je trouve que c'est un film assez incroyable. Juste pour le resituer rapidement, on ne fait pas un podcast sur Verhoeven, mais c'est un film qu'il avait fait juste après un gros film qui s'appelle Soldiers of Orange, qui était un film, disons, un peu plus noble, j'ai envie de dire, de façon hyper au ras des pâquerettes, hein, si on analyse et si on appréhende le truc, parce que c'était un film historique à grand spectacle, avec des personnages qui venaient de la haute société hollandaise, alors que dans Spatters, là, c'est une chronique de plusieurs adolescents qui viennent plutôt de milieux extrêmement pauvres, enfin extrêmement, plus ou moins pauvres, mais en tout cas pas aisés, ça c'est sûr. Et c'est un film aussi contemporain. Et il se trouve que c'est le film... Verhoeven, il est aussi parti de Hollande parce qu'il a eu beaucoup de... Tous les gens, les bien-pensants, etc., lui sont tombés dessus à bras raccourcis à chaque fois que sortaient ses films. Et le plus violent, ça a probablement été sur Spatters. En Hollande, mais aussi à l'étranger, c'est-à-dire qu'après Soldiers of Orange, Spielberg voulait produire son premier film américain. Il a vu Spatters, il a dit ah non, finalement je vais pas le faire. et donc il y a toutes les ligues de bien-pensance de gauche comme de droite, hein, d'ailleurs en Hollande, qui ont ravagé Verhoeven quand Spatters était sorti. Et je trouve que ça décrasse le neurone quand on dit qu'un film comme Joker fait aujourd'hui fait débat, fait polémique, voilà, merci, de revoir un film comme ça. C'est-à-dire que ça te replace ton centre moral et de savoir exactement pourquoi il faut se poser des questions morales au-delà d'aller signer une pétition sur Internet ou de mettre un hashtag. C'est-à-dire que t'as des vraies problématiques qui sont là, qui dépassent en fait tout ça et qui sont insolubles et qu'il faut admettre qu'elles soient insolubles. Et puis Verhoeven, il ose regarder ça en fait en face. Il ose dire, bah écoute, je peux faire un personnage féministe puis qui en même temps est un personnage de pur arriviste. Voilà. Dis pas de mal des pétitions sur Internet parce que c'est grâce à une pétition. Exactement, il faut plus la parole, les amis. Pour un projet hautement valable. Tout à fait. Et si vous aimez la motocross. Et en plus, ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas dit. Et en plus, accessoirement, c'est un des films les plus dynamiques de Verhoeven au niveau de la mise en scène. C'est ouf, c'est incroyablement bien réalisé. Stéphane, tu voulais rajouter? Ouais, juste pour préciser que j'ai vérifié, effectivement, Scorsese n'est pas au générique de Joker, ouf, mais il avait été annoncé avant le tournage. Au début, c'est ça. Philips. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Marie à la technique. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.